Bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Sphinx. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour les 45 prochaines minutes. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier. On vous refait la conférence que nous avons donnée lors du Printemps des études le 28 septembre dernier, un salon à Paris, durant laquelle nous avions choisi de traiter la thématique du super pouvoir du Quanticali. Alors nous sommes trois aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc nous avons Mathilde Hervé, qui est directrice de l'Institut d'études Sphinx. Bonjour. Julie Chapaz, qui est chargée d'études senior. Bonjour. Et moi-même qui suis chef de marché chez Sphinx. Alors rapidement, pour ceux qui nous connaissent peut-être un petit peu moins ou qui assistent à un webinaire Sphinx pour la première fois, en quelques mots, le panorama de l'activité Sphinx. Donc nous sommes historiquement éditeurs de solutions logicielles d'enquête et d'analyse de données depuis près de 40 ans maintenant. On est situé dans les Alpes, à Annecy. On est environ 90 collaborateurs, essentiellement en France, mais également à l'international, puisque nous avons plusieurs filiales. Et nous avons depuis près de 20 ans maintenant un institut d'études intégré, où on va pouvoir gérer en tout ou partie les projets de nos clients. Donc au niveau de l'activité, pour résumer, on a vraiment deux activités phares. Donc l'activité logicielle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir équiper et former nos clients pour qu'ils puissent mener en totale autonomie leur projet d'études. Et puis, via l'institut d'études que nous avons, là, nous allons pouvoir vous accompagner en sous-traitance, en tout ou partie, sur les projets, en fonction de vos besoins, de ressources, de temps ou de compétences. Nous sommes spécialisés sur trois types d'études en particulier. D'une part, les études clients, vraiment tout ce qui va toucher à l'écoute client, de la mesure d'expérience à chaud, à froid, au bilan de satisfaction et de fidélité client. Les études marketing avec notamment les études de notoriété et d'image et les tests de préconcept. Et puis les études RH où là on va plutôt accompagner nos clients sur des baromètres de climat social, des études internes, des évaluations de formation. Voilà en bref le panorama d'activité de la société Sphinx. Alors aujourd'hui, nous nous attardons sur la thématique du super pouvoir du Quanticali. Alors, pour quelles raisons avons-nous choisi de traiter cette thématique? Eh bien, nous sommes tout simplement partis du constat que de nombreux de nos clients ont fait passer à côté d'informations cruciales dans l'analyse de leurs données, et notamment de leurs données textuelles. Donc aujourd'hui, on va vraiment vouloir vous donner les clés, vous donner une méthodologie opérationnelle concrète pour que vous puissiez analyser vos données et surtout ne pas passer à côté d'informations vraiment importantes que vous allez pouvoir ensuite réutiliser dans votre stratégie, en tout cas des informations qui vont être vraiment essentielles pour vous différencier et après prendre des décisions vraiment éclairées. Pour cette présentation, donc nous nous sommes appuyés sur une étude que nous avons menée au sein de l'Institut d'études, donc une étude d'opinion menée auprès des Français sur une thématique qui parle à tout le monde, la charge mentale. En plus, jeudi dernier, c'était la journée mondiale de la santé mentale, donc on est vraiment dans le thème. On a voulu avoir une démarche exploratoire volontairement pour collecter surtout du verbatim pour cette démonstration. Donc, on a collecté 1061 réponses avec également quelques questions fermées, socio-démo et comportementales. On est venu questionner les Français pour justement derrière pouvoir analyser ces données et vous montrer l'apport d'une analyse Quanticali pour pouvoir identifier et comprendre les causes de la charge mentale. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez un petit sondage qui vous est soumis. Vous le retrouvez sur votre écran. Au passage, j'en profite pour vous présenter le petit écran. Vous avez également un endroit pour poser vos questions. Donc, vous avez un module de chat, c'est plutôt pour les questions techniques, si vous avez besoin pendant l'événement. Un module de questions pour toutes les questions que vous pouvez avoir relatives à la présentation. Et là, vous avez un sondage où justement, on vous demande de vous positionner aujourd'hui comment vous évaluez en ce moment votre niveau de charge mentale. Ça permettra à Mathilde ensuite de venir vous benchmarker par rapport aux Français.
Alors, pour cette démonstration, donc comme je vous le disais, nous nous basons sur les données de cette étude, donc l'ensemble de ce corpus de 1061 réponses. Bien entendu, il faut vous projeter par rapport aux problématiques que vous avez sur le type de data, en tout cas que vous avez. Ça peut être de l'étude client, ça peut être des commentaires clients, d'autres études ad hoc, etc. L'essentiel, en fait, en amont, c'est vraiment de se poser la bonne question et de définir quelle stratégie d'analyse adopter pour justement ne pas passer à côté d'informations essentielles dans l'analyse de vos données. Donc c'est vraiment à cette question-là qu'on va répondre aujourd'hui en vous proposant cette méthodologie. La méthodologie qu'on vous propose, elle se veut objective, c'est-à-dire pour éviter les biais de jugement qu'il peut y avoir dans une analyse et vraiment avoir une justesse des résultats. Également une analyse où on va éviter d'avoir une analyse trop chronophage. On comprend bien quand on a un gros corpus, notamment de données textuelles, on peut vite perdre du temps à analyser toutes ces données, tous ces commentaires. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer aussi une analyse qui n'est pas chronophage et qui vous permet justement d'analyser toutes les datas que vous pouvez avoir. Et cette stratégie d'analyse, elle va vous permettre d'avoir vraiment des résultats précis, riches, qui vont vraiment vous aider ensuite pour mettre en place des plans d'action pour prendre de bonnes décisions. Donc cette présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va vous montrer l'apport de l'analyse quantitative, notamment sur vos données textuelles, de manière à découvrir déjà ce que disent les personnes, vos clients, qu'est-ce qui se dit finalement dans le corpus de texte que vous avez. Donc une première étape de découverte, ça donne une première vision d'ensemble. Ensuite, on va venir avec de l'analyse sémantique, venir quantifier tout ce qui se dit dans les commentaires. Donc là, on applique une méthodologie d'analyse quantitative sur ces données textuelles de manière à retomber sur une quantification. Et puis ensuite, on viendra vous montrer l'apport d'une démarche d'analyse qualitative. Et bien, comment elle va vous permettre de comprendre le lien entre les idées qui ont été identifiées en amont, comment même elle va pouvoir venir vous permettre de détecter jusqu'à des signaux faibles qui n'ont pas du tout été mis en évidence dans les premières analyses. Et donc, c'est cette démarche conjointe, cette méthodologie complète que nous vous présentons aujourd'hui pour vous donner justement les clés pour ne pas passer à côté d'informations cruciales dans vos analyses. Je vais laisser la main à Mathilde pour la suite. Merci Christine. Je vous propose de découvrir les résultats clés et le corpus. Donc, on va démarrer par un premier indicateur qui correspond à la question qu'on vient de vous poser. Donc, on avait un indicateur quantitatif qui permet en tout cas d'avoir un premier niveau de perception de charge mentale des Français. Donc, on a posé une question, donc comment évaluez-vous votre niveau de charge mentale? Donc, le répondant se positionnait sur une échelle de Likert en 5 points et on peut observer que 88% des Français ressentent une charge mentale. Donc, 40% des Français une charge mentale forte, donc très élevée. Et il s'avère aujourd'hui que l'audience est assez représentative de la population française puisque vous avez vous êtes 40% également à ressentir une charge mentale forte. Donc maintenant, par rapport à ce premier indicateur, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le profil de ces différents groupes, donc ceux qui ont une charge mentale forte, modérée ou faible, pour commencer à rentrer dans les résultats et à comprendre cette charge mentale. Donc pour ça, on va chercher à croiser donc le niveau de charge mentale avec le profil sociodémographique et comportemental du répondant. Donc on va ici s'appuyer sur une analyse bivariée. Donc de manière traditionnelle, on aurait plutôt faire un ensemble de traits croisés pour ressortir les écarts significatifs. Ici, nous sommes appuyés sur un tableau de caractéristiques, donc une analyse qui est proposée dans nos solutions logicielles et qui va permettre une vue synthétique, donc qui va mettre en évidence uniquement les écarts statistiquement significatifs pour gagner du temps, aller plus vite dans l'analyse et faire ressortir les écarts de profil ou de perception différentes selon les profils sociodémographiques et comportementaux.
Donc ici, on peut voir rapidement que les plus âgés, donc ceux qui sont naturellement plus en activité, ressentent une charge mentale plus modérée, au contraire des actifs. C'est pour ça que ce matin, on s'attendait peut-être à ce que le niveau de charge mentale soit un petit peu plus haut que les Français, parce qu'a priori, vous êtes tous actifs. On voit également que la notion de responsabilité dans le travail semble être un accélérateur de charge mentale, tout comme les enfants. Donc, on pouvait s'y attendre également. Donc, ces personnes avec des enfants et notamment les femmes apparaissent comme ressentant davantage une charge mentale forte. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc sur l'analyse la découverte du corpus. Donc, on avait posé une question ouverte. Si on vous parle de charge mentale, qu'est-ce que cela évoque pour vous personnellement ? Donc, tous les répondants ont répondu à cette question-là. Donc, on a recueilli plus de 1000 verbatims, des verbatims qui en moyenne comportent 11 mots avec une médiane de 8 mots. Donc, on a un corpus qui est quand même volumineux avec près de 12 000 occurrences, près de 3 000 mots différents. Donc, ce corpus est assez riche et encore plus riche parce qu'on était dans une enquête auto-administrée, donc ils sont plutôt bien portés à l'exercice. Alors, pour découvrir le corpus, je vous propose maintenant, au travers d'une analyse textométrique, de découvrir un nuage de mots qui a été fait sur les noms communs et adjectifs. Donc, dans ce nuage de mots, vous pouvez, la taille du mot sera fonction de l'occurrence du mot dans le corpus. Et là, on va pouvoir identifier au travers de ce qui ressort que les conséquences, les manifestations de la charge mentale sont évoquées en premier lieu au travers du mot stress, préoccupation, souci. Mais on retrouve ensuite donc les causes de la charge mentale avec notamment le travail et le quotidien. Et ce qui va être intéressant dans ce nuage de mots, c'est qu'on va pouvoir assez facilement rentrer dans le corpus en filtrant sur un mot. Donc, si je me mets par exemple sur le stress, je vais pouvoir facilement voir les verbatims qui sont associés à ce mot-là. Donc, pour pouvoir déjà découvrir quelques verbatims et puis voir le profil des personnes qui ont évoqué ces mots et ces verbatims. Ensuite, ce qui peut être intéressant pour découvrir le corpus au travers d'un nuage de mots, ça peut être de filtrer sur des critères sociodémographiques. Donc, on avait vu juste avant que les femmes avaient une charge mentale plus forte. Donc, on peut regarder si les évocations diffèrent sur cette population-là. Donc, si on filtre sur les femmes, on voit effectivement que, contrairement à ce qu'on observait sur l'ensemble de l'échantillon, on est davantage sur les préoccupations, le quotidien, le travail qui sont plus présents que ce qu'on observait préalablement. Pour continuer notre découverte, on peut également faire le même exercice, mais sur les verbes. Donc, en fait, les verbes vont nous apporter une information qui est complémentaire. Donc, les verbes peuvent être porteurs d'actions, de processus dans un texte, et leur analyse va permettre de comprendre le type d'action décrite. Donc, ça peut être des actions plus physiques, mentales, verbales, etc. Et cela va donner des indications sur le dynamisme ou la passivité du texte. Donc, un texte avec beaucoup de verbes d'action peut suggérer une narration plutôt active. Au contraire des verbes statifs, donc tout ce qui va être, paraître, peuvent indiquer un discours plus descriptif ou analytique. Donc ici, on identifie que les aspects cognitifs tels que le fait de penser est très présent, ainsi que les actions avec les verbes faire, gérer, devoir, pouvoir sont également présents. Donc par rapport à ça, et pour revenir et faire le lien entre le niveau de charge mentale des répondants et les évocations, donc évoquées spontanément, on va donc continuer à faire notre analyse textométrique. Donc là, on a à la fois les noms communs, les adjectifs et les verbes, et on va voir si le nuage de mots diffère en fonction du niveau de charge mentale. Donc là, on observe que sur les répondants qui ont un niveau de charge mentale plus faible, on va être ils vont davantage évoquer les manifestations de la charge mentale. Ils semblent être plus dans ce que représente pour eux la charge mentale, donc l'image qu'ils en ont, au contraire des modérés qui sont plus dans les causes, donc le travail, la famille.
Et enfin, ceux qui ressentent une charge mentale plus élevée, qui vont être sur les manifestations cognitives, donc pensée, devoir, associées aux causes. Et là, on va retrouver vraiment des causes qui semblent être un petit peu plus noyées dans les manifestations cognitives. Donc, je vous propose de découvrir la suite avec Julie pour rentrer plus dans l'analyse. Merci Mathilde. Du coup, précédemment, nous avons pu découvrir le corpus grâce à des analyses textométriques. Donc à ce moment-là, nous nous sommes concentrés sur les mots composant ce corpus. Donc maintenant, le but de cette seconde étape va être d'identifier les thématiques les plus abordées dans les commentaires des répondants et surtout de les quantifier pour avoir une meilleure idée de la manière dont se structure notre corpus de données textuelles. Donc, dans cette seconde étape, nous allons nous intéresser uniquement aux causes de la charge mentale. Jusque-là, on a vu que les répondants pouvaient s'exprimer à la fois sur les conséquences et les causes. Et le but ici va être de comprendre quels sont les facteurs finalement les plus importants qui permettent d'expliquer la présence d'une charge mentale et notamment d'une charge mentale élevée. Donc, tout à l'heure, nous avons constaté que nos verbatims étaient composés de mots et d'expressions. C'est ce qui est représenté par des points sur la partie droite du schéma. La première étape nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de ces mots. Donc, on a vu, il y avait des verbes, des adjectifs. Ça nous a permis de faire un premier niveau d'analyse. Maintenant, le but, ça va être de regrouper ces mots et expressions en thématiques pour commencer à donner du sens au discours de nos répondants. Donc, dans cette démonstration, et pour mener à bien cette classification, nous avons utilisé une codification automatique par dictionnaire avec des outils qui sont présents dans nos logiciels Sphinx et qui nous permettent aujourd'hui de vous montrer cette force du Quanticali avec une méthode objective. Donc, pour nous aider à construire notre dictionnaire et identifier les thématiques, nous commençons ici par utiliser une classification hiérarchique descendante. Donc, c'est une analyse multivariée qui va nous permettre de classifier le discours des répondants dans le but d'en définir des classes homogènes regroupant des mots souvent associés les uns avec les autres. Donc, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque certains mots sont souvent cités avec d'autres mots, automatiquement, ils vont se retrouver dans la même classe, dans la même catégorie. Donc, pour rappel, nous sommes ici dans le cadre de l'analyse d'une question ouverte. Si on vous parle de charge mentale, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Donc, les répondants étaient libres de s'exprimer. Et donc, ici, ça nous permet de commencer à vraiment structurer le corpus pour en identifier des thématiques. Donc, maintenant, place aux résultats. Donc, cette classification qui a été effectuée dans Sphinx nous permet de sortir 4 catégories. Donc, on a tout d'abord une première catégorie qui fait référence aux craintes. Dans cette catégorie, on a des mots qui sont significativement plus cités, tels que souci, avenir, angoisse, peur, anxiété. Donc là, on est un petit peu encore dans les manifestations de la charge mentale. Ensuite, on a une deuxième classe qui parle de l'aspect cognitif. Donc, comme le disait Mathilde juste avant, on retrouve les pensées, l'esprit, les émotions, la pression. Et enfin, on a 2 catégories qui sont plus concrètes en fait et qui font plus référence à des causes et facteurs qui peuvent venir expliquer cette charge mentale. Donc, on a d'une part le travail avec des mots plus cités tels que responsabilité, tâches professionnelles, burn-out. Et puis, une dernière catégorie qui englobe plusieurs, on va dire, sous-thématiques qui parlent plutôt du quotidien, avec notamment la famille, les enfants, la gestion, l'organisation. Donc, cette étape-là, elle nous aide en fait à construire notre dictionnaire en identifiant des thématiques. Et donc, comme le dictionnaire va permettre de classifier les mots et les mots et les expressions dans les thématiques, dans le but de quantifier la part de répondants, voilà, ça va nous permettre de savoir quels mots glisser dans quelle catégorie et dans quelle thématique. Donc ici, la construction du dictionnaire en tant que tel dans Sphinx n'est pas montrée, ça on pourra vous le montrer par la suite, mais en tout cas, je vais vous présenter ici les résultats obtenus de notre dictionnaire, de l'application du dictionnaire. Donc, comme je vous le disais au début de cette partie, nous nous intéressons ici uniquement aux causes de la charge mentale.
Donc, l'ensemble du corpus n'est donc ici pas étudié, puisqu'il y a certains répondants qui ne s'étaient exprimés que sur des conséquences ou manifestations de la charge mentale. Ici, on a donc 75% du corpus qui est étudié, soit 801 verbatim. Ça veut dire que 75% des répondants ont parlé au moins d'une cause pour expliquer la charge mentale. Donc maintenant, en termes de résultats, ce qu'on peut dire, c'est que la quasi-totalité des verbatims traitant d'une cause font référence au quotidien. Donc on a le travail qui arrive en tête, donc on a la moitié des répondants qui parlent d'une cause, qui parlent du travail, de leur emploi. Et viennent ensuite d'autres thématiques telles que l'éducation des enfants, la famille, la multiplicité des tâches et des sujets à gérer, les tâches ménagères courantes, la santé, la gestion du budget, etc. avec quelques autres thématiques qui sont moins citées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que au départ, on avait un amas de données textuelles, on avait vraiment un volume important de données. Et donc, via l'application de ce dictionnaire, là, on vient résumer l'information et en ressortir du sens. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on peut facilement repasser finalement notre thématique aux verbatims qui sont associés derrière. Donc là, si je clique par exemple sur la multiplicité des sujets à gérer, on retrouve derrière des commentaires des répondants. Donc on a par exemple cette femme qui nous dit c'est tout ce qu'une personne doit gérer au quotidien, ménage, nourriture, rendez-vous, qui s'accumulent et deviennent compliqués à gérer. Ou cette autre personne qui dit organisation de ma vie, tout planifier et donc ne pas profiter du repos. Donc vous voyez, ces verbatims viennent illustrer finalement la thématique qu'on avait identifiée. Et donc, l'autre résultat de l'application de notre dictionnaire ici, c'est que, en fait, dans une moindre mesure, on a aussi 13% des verbatims qui sont étudiés ici, qui traitent d'une cause, qui parlent de sujets plus généraux, donc de préoccupations plus générales, telles que la sécurité, la politique, la sororité, l'écologie, l'actualité. Donc c'est vrai qu'à ce stade, on était un petit peu étonnés de voir apparaître ces résultats comme étant des causes de la charge mentale. Et vous allez le voir par la suite dans le reste de la démonstration, comment finalement ça va venir s'articuler avec le reste. Donc, maintenant que nous avons pu quantifier nos causes de la charge mentale, le but, avec l'analyse que vous voyez à l'écran, va être de remettre un petit peu de contexte à tout ça et de comprendre comment les choses s'articulent entre elles. Donc, l'objectif, ça va être de synthétiser l'information. Effectivement, nous avons identifié nos principales causes sous forme de thématiques. Ici, nous allons les remettre en regard avec le niveau de charge mentale perçu par les Français et puis les données sociodémographiques qu'on avait collectées par ailleurs dans notre enquête. Donc ici, pour ce faire, nous utilisons une analyse multivariée quantitative qui est une analyse factorielle des correspondances et qui est évidemment faite aussi dans Sphinx. Maintenant, en termes de résultats, donc vous voyez en bas à gauche la bulle colorée orange qui représente une charge mentale faible. Ce que nous dit cette analyse, c'est qu'en fait, finalement, les personnes qui ressentent une charge mentale faible ont davantage 65 ans et plus et sont donc de fait retraitées. On retrouve également davantage les personnes seules sans enfants. Et nous pouvons également constater ici qu'il y a des thématiques de société telles que l'écologie, le maintien du lien social, l'actualité, qui gravitent autour de ce faible niveau de charge mentale. Ensuite, vous avez la bulle du milieu, la bulle rose, qui met en évidence les personnes ayant une charge mentale modérée. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve davantage les 50-64 ans. On retrouve davantage les personnes qui ont un niveau de responsabilité plutôt modéré dans leur emploi. Et puis, on retrouve davantage également les hommes qui ressentent davantage une charge mentale modérée. Et enfin, on a la bulle de droite, la bulle violette, donc qui se concentre ici sur une charge mentale forte. Donc, ce qui est intéressant, ça recoupe un petit peu avec ce que disait Mathilde avant. On retrouve ici davantage les femmes, on retrouve davantage les personnes ou couples avec des enfants, ou encore davantage les aidants familiaux, parce qu'on pense souvent aux enfants, mais il y a aussi des personnes qui s'occupent de leurs aînés. Donc, et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que nous retrouvons aussi un grand nombre de thématiques qu'on avait trouvées avant via le dictionnaire, qui gravitent autour de ce fort niveau de charge mentale. Donc, on retrouve le travail, les tâches ménagères,
l'organisation des loisirs, les tâches administratives, la gestion du budget, etc. Et donc, en fait, ici, on commence à percevoir que la charge mentale ne résulte pas que d'une seule cause, mais est souvent causée finalement par une accumulation de différents facteurs. Donc, nous avons vu dans cette étape que la méthodologie mise en place nous permet de quantifier les causes de la charge mentale, et là, sur cette analyse, de les recontextualiser et de bien comprendre comment ça vient s'articuler avec les autres questions de notre enquête. Donc, la prochaine partie va vous permettre de mettre tout cela en musique, de faire le lien en fait entre les idées et surtout de voir si on n'est pas passé à côté de certains thèmes, de certaines choses. Donc le but étant d'aller plus loin dans la compréhension de facteurs expliquant la charge mentale et notamment une charge mentale élevée. Et pour ce faire, je repasse la main à Mathilde. Donc sur cette dernière étape, on va effectivement revenir à une manière d'analyser le verbatim plus traditionnelle, donc basée sur les capacités d'analyse d'un qualitativiste qui va pouvoir s'appuyer sur le travail qui a été fait précédemment pour avoir un extract de corpus, donc pas forcément travailler sur l'ensemble du corpus, mais sur des extracts puisqu'on a un petit peu compartimenté le corpus pour aller approfondir son analyse. Donc jusqu'à présent, les analyses qu'on vous a présentées étaient des analyses donc faites à partir de nos solutions logicielles, basées sur des analyses statistiques. Et donc on était sur une analyse qu'on peut définir de réticulaire. Donc là, sur cette dernière étape, en fait, on va procéder à une analyse plus linéaire en revenant au discours narratif du répondant. Donc, en fait, si on veut schématiser, on peut se dire que tout ce qu'on vous a présenté avant a permis de dessiner le tronc d'un arbre avec ses branches pour bien comprendre comment il est structuré. Et là, avec cette analyse, on va aller chercher à dessiner l'ossature de l'arbre, à avoir toutes les feuilles pour bien comprendre les mécanismes de la charge mentale de manière plus fine que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, cette troisième étape va vraiment être complémentaire aux précédentes pour permettre de comprendre plus finement les enseignements. Donc, tout d'abord, on a cherché à mieux comprendre les principales causes de la charge mentale. Donc, comme vous l'a dit Julie tout à l'heure, on avait identifié deux principales thématiques qui ressortaient, donc à savoir le travail et l'éducation des enfants, la gestion du quotidien. Donc, on a creusé, donc on s'est mis sur cet extract de corpus pour aller creuser l'analyse et mieux comprendre les idées qui étaient évoquées par les répondants. Donc, il apparaît en effet dans les discours que des préoccupations professionnelles qui apparaissent comme envahissantes, épuisantes psychologiquement, et qui peuvent être dues à une forte sollicitation au travail, donc qui peut s'illustrer par une surcharge de travail. Donc, comme le dit cet homme, mon travail, par exemple, est très pesant pour moi, je suis souvent seule à gérer un tas de problèmes, mais ça peut être également la pression managériale, donc comme l'illustre cette jeune femme, un travail très stressant, on frôle le harcèlement moral par moment. Ça peut être également, dans le discours, ce qui ressortait, c'est des responsabilités lourdes, des relations interpersonnelles tendues ou conflictuelles. Donc en fait, cet univers professionnel, ces préoccupations professionnelles peuvent être combinées à une charge liée à la sphère privée, qui peut également être lourde, avec des opérations cognitives énergivores et constantes pour prévoir, coordonner, anticiper, organiser les tâches du quotidien et tous les imprévus de la vie. Donc cette charge de la sphère privée est naturellement plus importante lorsqu'il y a des enfants. Donc comme l'illustre notamment cette mère de 2 enfants, une pression et une réflexion constante, devoir penser à tout, se souvenir des rendez-vous de tous les membres de la famille, s'occuper de tout ce qu'il faut faire pour l'école, pour la maison. Donc, on le voit, ces deux aspects créent un climat de tension permanente qui va fragiliser les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle et va rendre poreuse cette séparation où chaque sphère va avoir tendance à cannibaliser l'autre. Donc, c'est ce qu'illustre cet homme
penser à des missions pour le travail, des mails à envoyer le lendemain alors que je suis chez moi. Donc voilà ce que peut nous apporter la fouille de verbatim pour mieux comprendre des thématiques qu'on avait identifiées grâce aux analyses précédentes. Ensuite, on avait identifié donc d'autres préoccupations, donc plus secondaires, qu'un climat anxiogène va avoir tendance à favoriser la charge mentale. Donc, on l'avait identifié. Et là, ce qu'on peut identifier, c'est que ces préoccupations peuvent être amplifiées par un climat socio-économique qui est décrit comme décadent et insécure. Comme le dit cet homme, tous les éléments qui m'empêchent d'être serein et qui procurent du stress, de l'angoisse et un état dépressif. L'insécurité, la charge au travail, les insatisfactions liées à l'inflation, un climat de crise globale. Et ce climat anxiogène peut être attisé par une surexposition médiatique, donc comme l'évoque cette femme, la multiplicité des infos et stimuli que nous recevons de plus en plus, tout le temps, partout. Infos continues, réseaux sociaux, notre cerveau ne peut plus se reposer. Donc voilà des aspects qui vont créer un climat anxiogène et favoriser la charge mentale. Enfin, cette fouille peut également nous permettre de détecter des signaux faibles. Alors des choses qu'on ne va pas forcément percevoir dans les analyses faites précédemment. Et là, dans cette analyse, nous avons pu identifier, par exemple, que les seniors peuvent avoir tendance à s'approprier la charge mentale de leurs proches en faisant, par exemple, le constat anxiogène sur la pénibilité de la vie pour ces jeunes générations. Donc, par rapport à l'économie, le coût de la vie, le chômage, mais également par rapport à l'avenir que ces seniors jugent maussade. Donc cette femme témoigne, je me fais du souci pour mes proches, pour l'avenir de mes petits-enfants, les difficultés pour les étudiants dans leur vie pour s'assumer financièrement. Face à ce constat-là, s'ajoute leur pessimisme face à une perception d'inertie politique, comme dit cet homme, tous les hommes de la vie et les événements internationaux, les soucis financiers des enfants, le vieillissement et l'indifférence de nos gouvernants aux problèmes mondiaux. Donc ces signaux faibles, on a pu les identifier grâce à cette fouille approfondie du discours des répondants, mais ça n'avait pas été détecté, en tout cas pas de cette manière, dans les analyses qu'on avait faites précédemment. Donc c'est là où on voit que l'approche qu'on vous présente aujourd'hui est vraiment complémentaire et va nous permettre de tirer toute l'essence du corpus pour en dégager des enseignements riches et pertinents. Eh bien, merci Mathilde et Julie pour cette démonstration. En tout cas, voilà, elles vous ont présenté cette approche complète quantique-Kelly. Alors, en résumé, si on reprend vraiment voilà la démarche qu'on vous a présentée aujourd'hui, on le rappelle, l'objectif, c'est vraiment de ne pas passer à côté d'informations importantes dans les masses de data que vous pouvez avoir et notamment sur des données textuelles. Donc, nous avons eu dans un premier temps une démarche d'analyse quantitative de ces données textuelles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour avoir déjà, dans un premier temps, une vision d'ensemble de ce qui se dit dans ces commentaires, de pouvoir en tirer des premières tendances et modélisations. On l'a vu, Mathilde vous a présenté. On a pu identifier, déjà 3 niveaux de charge mentale. Et puis ensuite, on est venu enrichir ces 3 profils de charge mentale finalement en fonction de données plutôt de contexte. Donc cette première démarche quantitative, permet d'avoir de premiers éléments qui vont être objectifs, basés vraiment sur une analyse statistique puissante et fiable. Ensuite, ces données, on est venu les quantifier. On est venu quantifier les récurrences de citations des différentes thématiques. Donc, à partir de données textuelles, on revient à une analyse quantitative de la même manière pour avoir des résultats qui vont être fiables, justes. Et on va revenir aussi mettre de la nuance dans ces différentes quantifications. Donc ça, c'est l'analyse quantitative qu'on appelle sémantique, qui vient redonner du sens aussi à ce que on a pu observer en quanti pur.
Et ensuite, toute l'importance de l'intervention humaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle notamment. Là, avant, on vous a présenté vraiment une démarche qui est réalisée dans nos outils. L'humain a toujours sa place, encore plus presque aujourd'hui, puisque là, c'est vraiment via l'intervention d'un qualitativiste. Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet, comment a été faite la fouille de verbatim. C'est vraiment un qualitativiste qui vient fouiller dans les verbatim. La détection, elle est guidée par la première démarche d'analyse quantitative. On en ressort, différents éléments, différentes modélisations. Et ensuite, on va s'attarder à une en particulière. Souvent, c'est les tendances les plus stratégiques pour vous. On va venir fouiller pour vraiment comprendre ce que disent les personnes sur cette tendance-là, venir remettre du lien entre toutes ces idées et puis surtout venir détecter des signaux faibles, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de ne pas passer à côté d'éléments vraiment importants pour la suite. Si on devait retenir en tout cas 3 bénéfices de la démarche qu'on vous a présentée aujourd'hui, pour un chargé d'études ou pour vous, si c'est vous qui êtes amené à analyser ces données, tout d'abord, c'est une approche qui est objective. C'est-à-dire que dans un premier temps, on vient guider notre analyse en se basant sur une analyse quantitative statistique. Donc, pas de biais de jugement, on va avoir vraiment une fiabilité de résultats. Ensuite, c'est une démarche qui vous permet de gagner du temps, notamment si vous avez d'importants corpus de données textuelles, par exemple de grosses bases de données d'avis clients. Aujourd'hui, on en collecte vraiment sur plein de sources différentes. Donc là, vous allez vraiment gagner du temps. Vous allez pouvoir faire cette première analyse quantitative, déjà savoir beaucoup de choses, et ensuite venir creuser avec de la fouille. Et ça, c'est vraiment le 3e bénéfice, c'est de ne pas oublier vraiment l'importance de l'intervention humaine pour venir identifier notamment ces signaux faibles. Là, pour cette présentation, donc on s'est basé sur cette étude sur la charge mentale, mais bien sûr cette démarche s'applique à tout type de données. Que vous ayez des données d'enquête client, que vous ayez d'autres études ad hoc que vous menez, même des études auprès de vos collaborateurs, d'autres études d'opinion. Vraiment, ça s'applique à tout type de base de données. Et par exemple, dans le cas si vous avez des enquêtes clients, ça va vous permettre de venir identifier ce qu'on appelle, par exemple, des clients à risque. C'est-à-dire des clients qui, pour l'instant, sur des évaluations, donnent une note de satisfaction qui est haute, une PS qui est encore haut. Toutefois, quand on vient creuser dans les commentaires, même si c'est des commentaires qui sont encore jugés positifs, dans lesquels on va pouvoir détecter des émotions qui sont encore positives, toutefois, quand on vient fouiller, on vient détecter des premiers signaux faibles d'insatisfaction, des attentes qui ne sont pas répondues. On appelle ça un peu l'insatisfaction silencieuse. On va pouvoir venir vraiment identifier ces points-là et réagir avant que le client devienne insatisfait et abandonniste de la marque. Donc voilà, c'est vraiment tout l'intérêt de cette démarche qu'on vous a présentée aujourd'hui. On espère vous avoir donné en tout cas les clés pour aller plus loin dans l'analyse de vos données. Alors, pour conclure, on vous invite, si vous voulez en savoir plus, on a eu beaucoup de questions sur comment sont faites les analyses, etc. Donc, en effet, toute la partie quantitative est faite dans nos logiciels. Donc, on vous invite à vous préinscrire. Vous avez le QR code que vous pouvez scanner pour vous préinscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 5 décembre. Où là, en effet, on sera plutôt dans une présentation, démonstration outils. Donc, n'hésitez pas à vous préinscrire. Et puis, si vous êtes déjà client Sphinx, équipé Sphinx, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On a des formations qui sont vraiment spécifiques sur ces sujets-là. Et puis, on a toute notre équipe de chargés d'études, comme Mathilde et Julie, que vous avez vu aujourd'hui, qui sont vraiment là pour vous aider, soit en amont dans la construction de votre projet, soit ensuite sur des pratiques que vous menez déjà pour venir peut-être améliorer tout ça, enrichir en tout cas. Sphinx, au-delà des outils, c'est vraiment tout un panel de services et de personnes qui sont à vos côtés pour vous accompagner sur ces méthodologies plus avancées. Alors pour terminer, on va peut-être regarder quelques questions. Il y en a eu beaucoup, alors on va pas toutes les passer là à la fin. On a répondu à un grand nombre en ligne. On restera aussi en ligne un moment pour finir de répondre aux questions
à la fin. Alors, on a eu pas mal de questions, enfin beaucoup de questions sur notamment la réalisation du dictionnaire dans Sphinx. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est automatique? Voilà, je sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Alors, c'est pas automatique, hein, il va falloir un petit peu travailler au départ, mais après, la force du dictionnaire, c'est que c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser sur une thématique, sur l'analyse de plusieurs enquêtes. Voilà, donc effectivement, on pourra vous le montrer, soit en démonstration, soit en accompagnement, ou vous pourrez le voir lors du prochain webinaire sur la manière de construire le dictionnaire. Alors après, il y a eu différentes questions aussi sur le travail au départ sur le nettoyage du corpus et les corrections d'orthographe. Donc c'est effectivement, on est passé plus vite sur cette partie, mais c'est une étape indispensable pour homogénéiser au mieux votre corpus. Et donc la correction d'orthographe, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans nos solutions au démarrage de vos analyses. Alors, on a eu une question sur de Catherine, comment est fait la sélection de l'extract analysé en Kali. Donc là, c'est vraiment justement l'intérêt de cette démarche en silo, où on va avoir vraiment un premier guide, finalement, grâce à l'analyse quantitative qui est faite au départ. Comme on vous l'a montré, ça permet vraiment d'identifier des premières tendances, des premiers éléments, qu'on va venir ensuite décider de venir creuser en Kali avec une fouille de verbatim plus approfondie. Et en fait, le corpus va se structurer, donc grâce aux analyses statistiques qu'on va faire, les analyses objectives, pour pouvoir après, grâce à cette structure, zoomer sur un bout. Donc ça correspond sur les schémas, les ronds qu'on faisait figurer, où on va aller zoomer sur cette thématique-là. Donc, c'est vraiment la force de cette analyse-là d'y aller en silo. Et donc, ça répond aussi à la question d'Alexandre. Par quelle analyse proposez-vous de commencer, le quanti ou le quali? Donc, on est vraiment dans cette démarche, le quanti, puis on termine par le quali. On avait aussi des questions. Est-ce qu'on peut réaliser ces analyses sur Sphinx à partir de fichiers Excel téléchargés? Alors, il faut savoir que oui, dans nos outils, vous pouvez venir intégrer n'importe quelle source de données. À partir du moment où vous avez de la data, vous allez pouvoir l'intégrer dans nos outils et venir mener votre démarche d'analyse. Et puis, si on prend une dernière question, est-ce qu'il y en a auxquelles on n'a pas répondu encore? Peut-être sur les dictionnaires, ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur les dictionnaires, vous avez à votre disposition donc des dictionnaires, des exemples de dictionnaires qui sont disponibles dans nos solutions. Donc sur lequel vous pouvez prendre exemple pour aller plus vite. Donc on en a qui sont disponibles sur les grandes problématiques d'études, donc de satisfaction client par exemple, et qu'après vous pourrez personnaliser. Et donc, si on répond, alors par exemple, il y a une dernière question, comment traiter des longs verbatim suite à des entretiens semi-directifs, par exemple. Donc là, on va pouvoir avoir de l'import de corpus d'entretien dans l'outil, ou alors on va venir vraiment faire une analyse par un qualitativiste de l'ensemble de ces entretiens. Et après, sur cet aspect-là, on en a parlé rapidement, mais donc au sein de notre institut, nous avons effectivement des chargés d'études avec un profil plutôt quantitativiste et un pôle quali, donc avec des qualitativistes qui vont pouvoir apporter leur expertise, comme ils ont pu le faire sur la fouille de verbatim aujourd'hui. Voilà. Alors, on va rester en ligne encore quelques instants pour terminer de répondre aux questions. Nous vous remercions pour votre attention et puis on vous dit à bientôt au 5 décembre pour ceux qui veulent déjà se préinscrire et puis on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir.